personne ne s'approche de cette voiture. Albert! Albert! Écoute, je t'en prie, il faut que nous parlions. Mais oui, demain à 6h30 dans le bois de Saint-Cloud. Juste un mot chacun. Prêt? Prêt. Moi aussi, monsieur le comte, je suis troublé. Mais vous comprendrez que je ne peux pas exiger de la Chambre des Pairs que j'ai l'honneur de présider qu'elle engage une action sur de simples allusions contre l'un de ses membres. N'est-ce pas un membre que cet article, d'ailleurs, n'a pas commis l'imprudence de nommer un certain Fernand. Vous conviendrez avec moi que c'est assez vague, Fernand. Hein? J'ai moi-même un petit-fils qui s'appelle Fernand. Dans son édition de ce soir, monsieur le duc, le journal Le Messager révélera le patronyme du coupable dans toute son intégralité. On ne parlera plus seulement d'un certain Fernand, mais du comte Fernand de Morcerf. Monsieur, je dois vous mettre en garde. Certes, depuis la Révolution, plus personne en France n'est intouchable. Mais de là à accuser un homme ayant les états de service et la respectabilité du comte de Morcerf... Monsieur le duc, voici une épreuve de l'article qui paraîtra ce soir en première page du Messager. Pardonnez mon indiscrétion, monsieur, mais quel est votre rôle dans toute cette affaire? J'en suis l'instigateur. Et vous nous avouez ça le plus sereinement du monde. Ma sérénité n'est qu'apparente, monsieur le duc. Au fond de moi, je ne suis que colère et dégoût. Rassurez-moi, il ne s'agit pas pour vous d'une vengeance personnelle contre monsieur de Morcerf. Qu'importe. Si cette vengeance va de pair avec la justice. Enfin, on ne passe plus. Et croyez bien, mes chers collègues, que je n'aurais accordé aucune attention à ces allégations. Dites ces calomnies! Ces calomnies pour complaire à monsieur le baron de la Mersandière, si elles n'avaient pas été signées par un certain nombre de notables qui affirment avoir été des témoins de cette... Forfaiture, n'est-ce pas? Silence, messieurs! Et vous, monsieur de Morcerf, je ne vous ai pas donné la parole. Je la prends, monsieur. Aucun règlement ne tient contre l'insulte qui m'est faite. Et que vous relayez, monsieur, avec une légèreté qui m'étonne et me blesse. Tous avec lui, c'était à prévoir. Et si Albert ne me tue pas demain matin, je suis bon pour être inculpé d'atteinte à la sûreté de la nation. Ah, vous m'avez mis dans le boudra, monsieur le comte. Morcerf croit triompher parce qu'il est persuadé de connaître toutes les cartes de la partie qui se joue ici. Sauf que moi, j'en ai une en réserve dont il ne sait rien. Alors de grâce, sortez-la vite. Le temps d'aller la chercher. En plus, ça me fera prendre l'air. Car c'est irrespirable ici. Pardon. Et puis qui sont-ils, les fameux témoins dont ce torchon se réclame? D'anciens notables de Janina. Tellement anciens qu'ils sont probablement tous morts. Le procédé n'est pas nouveau, qui consiste à faire parler les morts. Oh. Croyez pas, monsieur, ordonnez qu'une commission d'enquête se rende à Janina. La Chambre des Pairs a d'autres urgences que de se présenter chez les Turcs.
Mon cher Morcerf, personne ici ne met votre parole en doute. En tout cas, pas moi. Je suis à votre disposition, monsieur. Il y avait si longtemps que j'attendais ce moment. Moi aussi, madame. Rétablissez la censure. Messieurs, aujourd'hui, c'est à moi qu'on s'en prend. Mais demain, ce sera peut-être votre tour. À vous et à vous. Et ensuite, ça sera notre président d'être cloué au pilori. Et après notre président, pourquoi pas notre roi? Regagnez vos places ou je suspends la séance. Et vous, comte de Morcerf, il ne vous suffit pas d'attaquer la presse pour vous justifier. Et de quoi devrais-je me justifier? D'avoir risqué ma vie à Janina? De m'être comporté avec un tel héroïsme que le sultan Ali Pacha, celui-là même qu'on m'accuse d'avoir trahi, a bien voulu reconnaître ma bravoure en me nommant général sur le champ de bataille. Oui, mais après qu'il vous ait fait général. Après? Eh bien après, la ville est tombée entre les mains des Turcs. Et puis Comment est-elle tombée? C'est ça toute la question. Eh bien, votre fameuse carte secrète? La voici, une dame de cœur. Silence, messieurs, silence. J'ai une communication importante à vous faire. On m'annonce qu'une personne vient d'arriver dans l'enceinte de la Chambre et propose d'être entendue comme témoin dans l'affaire de Janina. Monsieur le duc, nous en avons assez entendu. Je trouve indécent d'importuner davantage le comte de Morcerf. C'est mon cher, que nos ennemis se montrent enfin à visage découvert. Je ne demande que ça. Quel est ce carnaval? Qui est cette femme? C'est elle? Veuillez vous nommer, madame. Princesse Haïdé de Janina, fille du sultan Ali Pacha. Impossible, c'est une imposture. Et pourquoi une imposture? Parce que les Turcs ont passé au fil de l'épée toute la famille du sultan. C'est exact, monsieur. Ils ont tous été égorgés. Ma mère, mon père, mes deux frères. Moi seule, j'ai échappé à cette horrible tuerie. Peut-être parce que j'étais une fille. De la pitié chez les Turcs. Cette femme raconte n'importe quoi. La vraie pitié eût été de me tuer, au lieu de faire de moi une esclave. Si vous êtes une esclave, votre témoignage est irrecevable. Elle ne l'est plus, monsieur. Je l'ai rachetée et affranchie. Et dans quel camp êtes-vous? Cela change tout. Madame, puisque le comte de Monte Cristo garantit la validité de votre témoignage, vous pouvez parler. Esclave ou pas, encore faudra-t-il qu'elle puisse prouver qui elle prétend être. Dites-le leur, vous, qui je suis. Une hystérique. Voilà ce que vous êtes. Mondego, vous étiez un des plus proches intimes du sultan et de sa famille. Haïdé avait-elle un signe distinctif? Il y a si longtemps, comment pourrais-je m'en souvenir? Portait-elle, oui ou non, un signe distinctif? Vous avez peut-être raison. À cette époque, elle se gavait de ces friandises sucrées qu'on appelle là-bas loukoum. Alors son signe distinctif, c'est qu'elle devrait peser à présent plus de 200 livres. Décidément, vous êtes loin de faire le poids, ma pauvre fille. J'étais à Janina, moi aussi. Mais une simple escale de quelques jours. Mais à cette occasion, j'ai eu l'honneur de rencontrer le sultan Ali Pacha. Il s'agit ici de sa fille. Précisément. J'ai aussi rencontré sa fille. Et sa fille, c'est elle. Vous ratotez, Saint-Guillon.
Ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez jamais pratiqué la chasse au faucon, mon cher duc, mais c'est quelque chose de véritablement très excitant. Oui, mais au fait, monsieur de Saint-Guyon, au fait. Eh bien, un jour, un des oiseaux de la princesse lui a tranché avec son bec le lobe de son oreille droite. Mais je m'empresse de préciser que cela n'a en rien altéré la beauté de la princesse Haïdé de Janina. Pardon, madame, pour l'humiliation que nous vous avons imposée, mais c'est la dernière. Que les pairs de France veuillent se lever, ainsi qu'il est d'usage lorsque nous accueillons parmi nous une personne de sang royal. Elle s'est mutilée elle-même. Descendez. Descendez ou c'est moi qui viens vous chercher. Rentrez chez vous, Albert. Votre pauvre mère a besoin de vous. C'est à cause de vous que mon père est déshonoré. Oui. Mais je vous jure que je n'en tire aucune jouissance. Il fallait que ce soit fait. Au cas où le rastaquouère que vous êtes ignorait la signification de ce geste. Il veut dire que je vous demande réparation. Où et quand? Je n'ai pas voulu ça, Albert. Répondez où et quand? Vous aviez pris des dispositions pour vous battre avec Beauchamp. Ce duel n'ayant plus de raison d'être, je vous propose le même endroit à la même heure. Voici mes témoins. Présentez-moi les vôtres. Maximilien Morel et Bertuccio. Un commerçant et un domestique. Vous cherchez encore à m'humilier? Je n'ai pas d'autres amis à Paris. Comme il pleut. J'espère qu'il tombera sur le dos et non pas face contre terre. Il ne mérite pas de mourir le nez dans la boue. Laisse Bertuccio, je finirai moi-même. Retourne auprès de Valentine, je ne suis pas tranquille. Oh, faites pas de soucis, monsieur le comte. Les Villefort sont à Saint-Louis-d'Antin. Allons chanter une messe pour l'âme de Saint-Méran. Et on ne chante pas pour le pauvre Barrois? Excusez-moi. C'est la comtesse. Quelle comtesse? Madame de Morcerf. Laisse-nous, Bertuccio. Asseyez-vous, Mercedes. Que faites-vous? Vous les voyez, je vous supplie. De quoi? Comme si vous ne le saviez pas. Relevez-vous. C'est devant Dieu qu'on s'agenouille. Mais vous pouvez faire comme lui, un miracle. Pourquoi un miracle? Votre fils se considère comme l'offensé. C'est donc lui qui aura le privilège de tirer en premier. Mais vous le savez très bien qu'il vous manquera. Il n'est pas très habile au pistolet. Je sais. Et puis il y a l'émotion. Il sera bouleversé, ses mains vont trembler. C'est son premier duel. Moi aussi. Mais à la différence de votre fils, je tire très bien.
voulez que je tire à côté? Oui. C'est pour ça que vous êtes venu? Oui. Oui, au nom du ciel, je m'en conjure. Dites-moi que c'est ça que vous allez faire. Je ne voyais pas les choses ainsi, mais admettons. Donc, je tire à côté et je manque votre fils. Seulement, Mercedes, chacun de nous ayant 2 pistolets, ce sera de nouveau à Albert de faire feu. Et cette fois, la distance initiale de 60 pas sera réduite à 30 pas. Mettez-moi en joue. Vous allez comprendre. Franchement, 30 pas, même sans savoir tirer, vous croyez pouvoir me manquer? Navré, Mercedes. Je ne permettrai pas à votre fils de vivre assez longtemps pour me viser au cœur à 30 pas. Alors blessez-le. Touchez-le à l'épaule. Je ne sais pas, moi, mais que cette cauchemar s'arrête. Ce n'est pas un duel au premier sang, c'est un duel à mort, et c'est votre fils qui l'a voulu ainsi. Mais vous dites non à tout. Mais pourquoi avez-vous comme ça après nous? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Je croyais que vous le saviez. Comment le saurais-je? Qu'est-ce que je sais de vous? Pourtant, l'autre jour, sur la rivière, il m'avait semblé que... Moi aussi, sous la rivière, j'ai cru des choses. Mais j'ai dû me tromper. Parce qu'il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme vous êtes. Il? Sur la rivière, je vous appelais Edmond. Oui. Et ensuite, pourquoi n'avez-vous rien dit? J'ai pensé que toi te le parlais. Que c'était à toi de le dire. Depuis le premier jour, j'attends cet aveu. Les aveux, Mercedes, ce sont pour les coupables. Alors tu veux que ce soit moi qui te dise comment tu t'appelles? Personne n'a jamais su dire mon nom comme tu sais le dire, toi. Je me souviens. Quand tu l'écrivais sur la buée des carreaux. J'étais amoureuse de toi. Et cette nuit, j'ai peur de toi. Dis-le quand même, Mercedes, essaye. Appelle-moi par mon nom doucement. Comme avant, pour la dernière fois, parce que demain, tu ne pourras plus prononcer ce nom sans vomir. Dis-le, Mercedes. Edmond. Edmond Dantès. Non, Edmond, pas de caresses. Ne me touche pas. Je sais que tu m'aides. Moi, je n'ai commencé à te haïr que demain. Mais toi, ça fait 20 ans. Et c'est ta vengeance de me tuer mon fils. Moi, me venger de toi. Oh non. Non, des autres, oui, mais pas de toi. De toi, je voudrais juste savoir ce qui nous est arrivé, pourquoi je me suis retrouvé tout seul. Je te l'ai dit. Ton père m'a affirmé que tu étais mort. Oui, je sais, tu me l'as dit. Tu me l'as dit, tu pouvais le croire parce que lui ne mentait pas. Pas comme d'autres. Mais de là à épouser Fernand Mondego. Tu le connais, Fernand Mondego? Tu sais qui c'est aujourd'hui, Fernand Mondego? Le contraire serait difficile. Tout Paris ne parle que de sa trahison à Janine. Mais est-ce que ça aurait existé, Janina, si Fernand Mondego n'avait pas déjà trahi, s'il n'avait pas goûté au mensonge, aux calomnies, à la trahison? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est lui qui m'a fait arrêter. Non. Ce n'est pas possible. Il disait partout qu'il avait perdu son meilleur ami. Je l'ai vu pleurer. Tout est faux chez lui. Les larmes, l'héroïsme, l'honneur. Il te voulait, moi je le gênais. Alors une lettre anonyme. C'est très courageux, ça, le coup de la lettre anonyme. T'as fait le genre de Fernand. L'ordure. Oui, mais l'ordure avec d'autres ordures. Villefort, Danglars, Cadros. Punis-les tous, c'est ton droit. Mais pas Albert. Ne les mêle pas à tout ça. Ne me tue pas, mon fils. Si ça peut te faire du bien, moi aussi, punis-moi. Je n'ai rien fait de mal. Mais punis-moi quand même. Juste pour te soulager.
Mais ne fais pas de mal à mon fils. Tu entends d'être Madame Tess, pas mon enfant. J'étais au chevet de ton père quand il est mort. Morel y était, tu n'y étais pas. Si j'y étais. Et si le vieux Morel n'était pas mort, il te l'est. Non, ne prends pas un mort à témoin. Pourtant, c'est la vérité. J'ai tenu la main de ton père jusqu'à son dernier souffle. Et jusqu'à son dernier souffle, il m'a parlé de toi. Non, non, Mercedes. Comme il t'aimait. Ne te sers pas de ça. Ne te sers pas de ça. Il t'aimait comme j'aime Albert. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Mais toi, est-ce que tu n'as pas quelque chose à me dire avant que je m'en aille? Demain matin. Avec 20 ans de retard. Tu n'auras plus à te demander si Edmond Dantès est mort ou s'il est vivant. Il sera mort. C'est Albert de Morcerf qui me logera une balle dans la poitrine. Merci. Adieu, Edmond. Adieu, Mercedes. Entre, Mohamed. Seigneur, tu as besoin de moi. Il y en a une pour chacun d'entre vous. C'est de l'argent. Enfin, des diamants. C'est plus facile à négocier. Des diamants? Oui, c'est pour payer votre voyage de retour et une fois chez vous, pour y vivre bien. Je suppose que le petit Assam s'achètera une belle felouk et qu'il deviendra un grand pêcheur d'éponges. Il aime tant la mer. Mais tu lui diras d'être prudent, n'est-ce pas? Il ne faut pas se fier à la mer. Il faut se fier à personne. Seigneur, tu nous renvoies? Non. Je ne vous renvoie pas, mais... il se pourrait que ce soit moi qui parte. Nous te suivrons, où que tu ailles. Merci. Mais c'est un endroit où personne n'a plus besoin de personne. Tu veux bien qu'on parle un peu tous les deux?
Et voilà, il fait beau. Comme toujours après l'orage. S'il m'arrive quelque chose de grave, promets-moi une chose. De ne jamais faire l'amour quand il pleuvra. Et qu'est-ce qui pourrait bien t'arriver? Tu es le plus grand, le plus fort, le plus beau. Tu es le comte de Monte Cristo. Tu as vu, ça rime. Tu me rends tellement heureuse que je deviens poète sans m'en apercevoir. Quelle heure est-il? Même pas 6 heures, tu peux dormir encore un peu. Non. J'ai un rendez-vous. Si tôt? Avec qui? D'abord avec moi-même. J'ai faim. Fais-moi manger quelque chose. Pain, beurre, café? Et puis du vin. Et puis des œufs avec un peu de lard. Enfin, beaucoup de lard. Et puis du fromage aussi. Et puis tiens, s'il y a 1 ou 2 cuisses de chapeau, ma foi, je ne dirais pas non. Espèce d'ogre. À ce soir? Camille, Oui. rien. Ou plutôt si. C'était une nuit merveilleuse. Je n'oublierai jamais. Merveilleuse, mais si courte. La prochaine sera tellement longue. Depuis une demi-heure. Peut-être qu'il a pris peur. Non, il viendra, c'est un Morcerf. C'est une race de traîtres. Mais il a aussi une mère, Mercedes, et c'est une courageuse. Mon testament. Mais, monsieur, mais... Je t'ai couché dessus pour 10 millions. En les plaçant chez Thompson & French à du 18 ou 20%, tu auras une jolie petite rente. Tu n'as qu'une obligation. C'est toi que je charge de faire respecter mes dernières volontés. Elles sont simples. J'étais marin, je veux la mer comme tombeau. Je veux qu'on me fasse glisser au fond, depuis le pont du Pharaon. Tu arrangeras tout ça avec Maximilien. Et voilà! Le vicomte de Morcerf vous présente ses excuses pour ce retard. L'orage de cette nuit a ouvert des fondrières, nous avons brisé une roue. Très bien, monsieur. De toute façon, nous ne pouvons pas commencer le premier tir à 60 pas, il y a encore trop de brume. Mais si cela vous agrée, monsieur de Monte Cristo suggère que nous passions directement au tir à 30 pas. À une si courte distance, la brume ne devrait pas gêner les tireurs. C'est-à-dire que monsieur de Morcerf désire... Enfin, il voudrait... Il a quelque chose à dire à monsieur de Monte Cristo. Vous devriez savoir, monsieur, que ce n'est pas conforme aux usages. À présent, seules les armes doivent parler. Si vous voulez contrôler nos pistolets, et nous laisser vérifier les vôtres. Je suis venu sans armes, monsieur Morel. Sans armes? Sans armes, mais avec des excuses. Des excuses? Mais vous êtes l'offensé, vous n'avez pas à vous excuser, vous.
Monsieur de Monte Cristo, voulez-vous approcher? Je désire vous parler devant mes témoins et les vôtres. Oh, je vous en prie, monsieur, mettons-nous en place et finissons-en. Certes, oui, finissons-en, mais pas de la façon que vous pensez. Je ne suis venu ici ni pour être tué par vous, ni surtout pour vous tuer. Sauf si c'est vous qui l'exigez, nous ne nous battrons pas. Je suis venu vous demander pardon. Cette nuit, à l'heure où ce terrible orage a éclaté, ma mère est venue me trouver. Elle m'a tout dit. Quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Vous connaissant un peu, je crois que vous n'aimeriez pas que je répète ici jusqu'où votre générosité ce matin était prête à aller. C'est vrai. Cela ne regarde que la comtesse de Morcerf et moi-même. Pour le reste, c'est fort simple. Il n'était que justice de votre part d'accuser et de confondre mon père. Oui, messieurs. Le comte Fernand de Morcerf s'est rendu coupable de félonie, et pas seulement à Janina. Déjà des années auparavant, à Marseille... Non, pas ça, Albert, pas ça. Vous ne voulez pas que je parle de... Non. Vous réservez de porter vous-même cette accusation? Peut-être. C'est mon affaire, pas la vôtre. Soit. Ne craignez rien. Je sais garder un secret, surtout quand c'est ma mère qui me l'a confié. Je vous remercie en tout cas de m'épargner la honte, d'accabler davantage mon père. Qui je... Non. Vous saviez comme je suis heureux. Et moi donc? J'ai fait ce matin le plus somptueux des petits déjeuners. Comme je croyais que c'était le dernier, je ne me suis rien refusé. On devrait toujours vivre comme ça, Maximilien, comme des survivants. Ah, Gerba. Oui. Masse ton maître. Allez. Ah, c'est bien. Chante-moi une chanson de ton pays. Oh, Splaignol. Oh. Le comte de Morcerf. Quoi, le comte de Morcerf? Il est là, il veut vous parler. Il a l'air extrêmement agité. Il dit que ce que son fils n'a pas fait, il va le faire lui-même. En d'autres termes, il veut me tuer. Oui, il a juré sur l'honneur. Sur son honneur? Alors je ne risque pas grand-chose. Monsieur, arrêtez de prendre tout à la légère. J'ai vu le bas de sa redingote, il est tout renflé. Il a au moins un pistolet dans chaque pan. Bon, introduis-le au salon. Sers-lui du porto et des biscuits. Dis-lui que j'arrive de suite. Puis assure-toi qu'il ne manque de rien. Et toi, file chez Villefort. Va vite, Bertuccio. Valentine est seule. Vite! Voilà, monsieur. Paraît que tu veux me voir, Montego? Monte Cristo, je suis venu vous. Qui ça, dis-tu? Monte Cristo? Comte de Monte Cristo? Tu t'es trompé d'adresse, Montego. Regarde-moi, regarde mieux. Je suis le comte de Monte Cristo, moi. À quoi jouez-vous? Mais je ne joue pas, Fernand. Je n'ai jamais joué, moi. Ce que j'ai souffert, je l'ai enduré pour de vrai. Toi, tu as joué. Tu as joué à l'ami éploré, au fiancé consolateur, au général héroïque, au noble et très estimable comte de Morcerf. En réalité, un corrompu et un pourri. Fin de partie, Fernand. Tu as joué, tu as perdu. Inutile, tu m'as déjà tué. Enfin, tu as essayé. Mais tu n'y es pas arrivé, la preuve, je suis revenu. Tu bois avec moi? À la santé d'Edmond Dantès.
Décidément, mon pauvre Fernand, il faut toujours que tu saccages tout ce qui est à moi. Est-ce qu'il faut appeler tout de suite un docteur? Non, c'est trop tard pour le docteur. Il nous faut un prêtre. Allez, courez chercher un prêtre. Allez, courez! Allez! Je vous en supplie, je vous en prie, mon ami. Ne vous donnez pas au spectacle. Il change de vie. Heureusement, ce n'est qu'un peu de boue, votre manteau ne sera pas perdu. N'est-ce pas le comte de Morcerf que j'ai croisé? C'est possible. Ah, vous recevez cet individu chez vous, malgré sa disgrâce? Cher Danglars, je ne vous reçois pas? Ah oui, mais enfin, moi, je ne suis pas... Déshonoré? Oui, quand bien même. Vous savez, dans notre monde de la finance, une réputation, c'est un peu comme la bourse. Un jour à la hausse, un jour à la baisse. Au fait, où en est-elle aujourd'hui, votre réputation? Je vous sais gré, monsieur le comte, de m'avoir fait demander pour vous soucier de mes affaires. Eh bien, c'est qu'elles ont quelques influences sur les miennes. J'ai résolu de quitter Paris, figurez-vous. Monsieur le comte, il laissera un souvenir inoubliable. D'autant plus que je veux partir sans laisser de dette derrière moi. C'est pourquoi je vous serais obligé de me faire un versement de 6 millions sous 48 heures. 6 millions? Mais je vous ai déjà donné 6 millions. Il m'en faut 6 autres. N'oubliez pas que j'ai chez vous un crédit illimité que m'a ouvert Thomson & French. Mais vous me la baillez belle avec votre Thomson & French. Qu'est-ce qu'ils savent de l'état de ma trésorerie, là-bas en Italie? Mes caisses sont vides. C'est ennuyeux. Car si vous êtes dans l'incapacité d'honorer ma lettre de crédit, je crains fort que Thomson & French ne vous fasse mettre en faillite. En faillite? Moi? En faillite? Et tout cet argent que j'ai perdu, c'est vous qui me l'avez fait perdre. Tous les placements, soi-disant mirifiques, que vous m'avez conseillés, ont tous lamentablement échoué. Merci, Hazin. Donc nous sommes d'accord. 6 millions sous 48 heures. S'il vous plaît. Vous donnerez cette lettre à mon mari. Madame pourra la lui donner elle-même. Voilà justement monsieur le comte qui revient. Non. Je ne désire pas la revoir. Nous sommes arrivés, monsieur le comte. Elle a demandé un échou et comme Bertuccio était introuvable, c'est ma femme qui l'a apporté. Laissez-moi seul avec la malade. Je vais l'entendre en confession. Mais mon père, je vous en prie, elle était consciente. Je la regarde Dieu, madame. Pas vous.
Et Jésus lui dit, ton frère Lazare ressuscitera. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra éternellement. Pourquoi êtes-vous peureux, gens de peu de foi? Et voilà, je suis toute nue. Quelle humiliation. Comment pourrais-je me montrer sans mes bijoux? Quoi te montrer? Où veux-tu te montrer? As-tu oublié que nous assistons demain aux obsèques de la petite Villefort? Là, qu'à te draper de voile noire, personne ne remarquera l'absence de tes bijoux. On a bien pour 2 millions. En vendant notre chasse à Rambouillet, en ajoutant quelques meubles. Ah non, pas les meubles. Ils sont à moi, les meubles. Ils me viennent de ma famille. Tu préfères la banqueroute? Que j'aille en prison? Nous étions tous si heureux. La vie était si belle, si facile. Et voilà, il a suffi de quelques mois pour que le destin... Tous ces morts chez les Villefort. Le déshonneur de Morcerf, son suicide. Et à présent, toi qui me parles de banqueroute, de prison. Mais qu'est-ce que nous avons fait de mal pour en arriver là? Je ne sais pas, Hermine. Ah si, tu dois le savoir. Dieu ne devient pas fou comme ça tout d'un coup. Mais rien à me reprocher. Et toi? Moi? Rien non plus, évidemment. Si. Si quoi? J'ai fait quelque chose de mal. Je mérite que tu vendes mes bijoux et mes meubles. Je dois être punie. J'étais trompée il y a des années. J'ai eu un enfant d'un autre homme. Mais tu ne peux pas avoir d'enfant. Peut-être que ça venait de toi. En tout cas, avec un autre, j'ai pu. Et c'était un fils. Quel autre? Pourquoi ne me demandes-tu pas plutôt quel enfant? Où est cet enfant? J'ai un enfant que je ne connais pas, que personne ne connaît. Et on dirait que tout le monde s'en fiche. Avec un caissier, probablement. Souvent surpris à rôder autour des caissiers. Les regarder. Avec ses yeux vagues. Elle se léchait les lèvres. Petite langue de femme, rose et mouillée. On n'imagine pas les ravages que ça peut faire, une petite langue. Sous les yeux d'un jeune caissier. Hein? Mon seul tort, c'est d'avoir engagé des jeunes caissiers. Mais c'est fini le bon temps. De toute façon, jeune ou vieux, j'ai plus de quoi les payer. Alors? Allez, tout le temps! À la rue, tout le monde! Que Dieu vous bénisse, ma mère, pour votre hospitalité. Oh, je comprends que vous n'ayez pu supporter l'idée de passer une nuit de plus sous le toit d'un suicidé. C'est bien le seul péché que Dieu ne pardonne pas. Se supprimer par horreur de soi-même, c'est douter de la miséricorde infinie du Seigneur. Si sa miséricorde est infinie, je suis certain qu'il pardonne aussi les désespoirs. Quand on pardonne tout, surtout l'impardonnable. C'est peut-être votre façon de voir les choses, Madame la Comtesse. Non, ma mère, ne m'appelez plus comtesse. C'est fini ces temps-là. C'est pourquoi j'ai tenu à faire don de mes biens à votre petite communauté. Nous prierons pour vous, Madame, afin que Dieu vous aide à trouver la paix. Et pour qu'il vous protège, monsieur, quand vous serez en Algérie. Demandez-lui surtout, ma mère, de me donner l'occasion de racheter l'honneur que mon malheureux père a bafoué.
que je suis prêt. Devons-nous attendre les autres, monsieur? Quels autres? Eh bien, les autres personnes qui vont se joindre au cortège. Sans doute, la défunte avait-elle des amis qui... Mais non, monsieur, il n'y a que nous. Allons-y, je vous en supplie qu'on en finisse le plus vite possible. Et voilà, ils sont partis cuver leur deuil. Passons à nos petites affaires. Vous avez tout ce que vous vouliez. Alors on avait dit 3000 francs pour pas trop visser le couvercle, 2000 francs pour pas poser la dalle. J'irai jusqu'à 20 000, mais il me faut encore un petit quelque chose. Basette. Et vous voulez quoi pour ça? Qu'on vous ressorte la gamine? Vous fournissez ces jeunes messieurs de la faculté en chair fraîche pour leurs travaux de dissection? Non, je vais simplement acheter votre corbillard avec le cheval. Et bien entendu, votre silence. Ça ira. C'est pas pour dire, mais vous faites quand même de drôles de trafic, vous autres les curés. Allez, ça y est, venez-y. On y va. Dépêchez-vous. Allez. Comment va le crapaud aujourd'hui? Il dort toujours. Mais ça veut rien dire. Un crapaud et un être humain, ça n'a pas la même physiologie. Certes, le crapaud peut dormir encore longtemps, alors que Valentine peut très bien être morte, elle. On fait comme on a dit, mais surtout vite, vite. Respire, Bertuccio. Comme un petit animal en hibernation, mais elle respire. Il faut y croire, Bertuccio. Allez, descends, aide-moi. Quand elle reviendra à elle, elle aura très soif, très froid, très peur. Elle ne saura plus où elle est, ni qui elle est. Ne vous en faites pas, je vais bien m'en occuper. Dès qu'elle se réveillera, je l'emmènerai se dégourdir les jambes. Je l'emmènerai boire du bon vin de Provence. Ne faites pas de soucis. Oh, à propos, ce pauvre Maximilien est au courant de votre petit tour de passe-passe? Mais non, bien sûr que non, enfin. Comment ça fait ce que non? Et vous dites que vous l'aimez comme un fils? Vous êtes cruel. Non, prudent. Si jamais ça tournait mal, le pauvre garçon serait désespéré. Allez. Vous voulez dire si Valentine ne se réveillait jamais? Allez. Vous voyez bien que vous n'êtes pas si sûr de vous. Tiens. Dieu, que je déteste le noir. Ce noir, Héloïse, c'est vous qui l'avez voulu. Que voulez-vous dire? La nuit où ma fille a été empoisonnée, nous n'étions que 4 dans cette maison. Valentine, mon père, vous et moi. Pensez-vous que Valentine ait pu se suicider? Mais non. Je ne pense pas. Alors dans ce cas, qui lui a donné à boire le poison? Mon père? Votre père, dans l'état où il est? Ça me semble tout à fait impossible. Alors il ne reste que vous et moi. Est-ce moi qui ai tué ma fille? Franchement, je ne sais pas. Moi je sais, c'est non. Conclusion? Vous devenez fou. Je vous accuse d'un triple meurtre. Sur les personnes de Marie-Louise de Saint-Méran, du domestique Jules Barrois et de Valentine de Villefort, ma fille. La douleur vous égare.
Pour tuer, il faut avoir un mobile. L'argent. L'argent. Oh mon Dieu, l'argent. Oui. L'argent. Vous avez commencé par assassiner Madame de Saint-Méran pour que Valentine hérite de sa fortune. Et puis après, vous avez tué Valentine pour que cette fortune vous revienne à travers moi. Et Barrois. Hein? Barrois. J'espérais aussi hériter de lui, peut-être. Non. Barrois n'aurait pas dû mourir. C'est de mon pauvre père dont vous vouliez vous débarrasser pour être seul. Avec l'argent. Toute seule, car je suppose qu'après un moment raisonnable, moi aussi vous mourriez. Réfléchissez. Réfléchissez avant de commettre une folie. Si je suis la criminelle que vous prétendez, si on m'accuse, on me traîne devant les tribunaux, vous serez le premier éclaboussé par l'énormité du scandale. Et alors votre belle carrière. La mort de Valentine a brisé ma vie, alors ma carrière, vous savez. Il vous reste une dernière chance, madame. J'accepte. Sans condition. Ne vous emballez pas, ma chère. Je ne vous offre pas de vous en tirer, mais simplement de connaître une fin un peu moins effroyable que celle qui consiste à être coupé en deux par un couteau de guillotine, sous les cris de haine et les crachats de populace. Votre fameux poison provoque une agonie douloureuse, semble-t-il. Mais enfin, bien que vous soyez un peu puni, n'est-ce pas? Je vous donne une heure, madame. Mademoiselle Valentine. Mademoiselle Valentine, s'il vous plaît, essayez de vous réveiller. Vous pouvez pas continuer de dormir comme ça. Oh là là là, elle est glacée. Ah, monsieur l'abbé. Vous venez, je suppose, pour vos petits honoraires. Mes honoraires? Oui, n'est-ce pas, c'est l'usage de donner au prêtre. Ce n'est pas la peine. Caderousse poignardé, Morcerf suicidé, Danglars en fuite, votre fille morte. Je m'estime assez bien payé comme ça. D'ailleurs, j'ai toujours été un honnête homme et j'aurais des scrupules à accepter votre argent. Je ne suis pas prêtre. Pas prêtre? Comment pas prêtre? Vous êtes l'abbé Busoni? Non. Si, voyons, je vous reconnais. Non, monsieur le procureur. Vous ne me reconnaissez pas. Monte Cristo. Vous êtes le comte de Monte Cristo? Non, Villefort. Je suis Edmond Dantès. Dantès. Je vous avais pas reconnu. On reconnaît rarement ces crimes. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'attendez-vous de moi?
Vous voulez être réhabilité, c'est ça? Je vais intervenir. J'irai jusqu'au roi s'il le faut, on vous rendra justice. Justice, je m'en charge. Je suis venu vous apporter une adresse. Prison du Cherche-Midi. Quartier des Assassins. C'est là que vous voulez m'envoyer. Mais j'ai pas tué Héloïse. C'est elle qui s'est donné la mort. Si c'est vrai, c'est mieux pour elle. Vous avez ma parole. Je ne suis pas un meurtrier, je ne veux pas aller en prison. Même pour aller voir votre fils. Mon fils. Comment? Vous ne saviez pas que vous aviez un fils. Oh, vous allez l'adorer, il s'appelle Toussaint parce qu'on l'a trouvé le jour de la Toussaint, dans un jardin, près d'Auteuil. J'espère que vous n'allez pas être obligé de requérir contre lui. Réclamer la peine de mort contre son propre fils, c'est autre chose, évidemment, que d'envoyer Edmond Dantès pourrir au château d'If. Adieu, monsieur le procureur. Souffrez que je me retire, comme on dit, dans votre monde. Ou plutôt, souffrez tout court. Mon pauvre enfant. Je t'attendais pour m'en aller. Je pars, moi aussi. Tu retournes à Marseille? Beaucoup plus loin. À Alger? Tellement plus loin. Vous ne devinez pas? Je vais vous mettre sur la voie. L'autre matin, après duel, vous m'avez donné un de vos pistolets. Un souvenir. Non, Maximilien. Rends-moi cette arme. Rends-moi cette arme. Je ne l'ai pas sur moi. Qui êtes fin tireur, vaut-il mieux placer le canon sur la tempe ou dans la bouche? Maximilien, aie confiance. En qui? En Dieu? Depuis Lazare et Jésus-Christ, vous aurez remarqué que Dieu n'a pu ressusciter grand monde, comme s'il avait perdu la main. Tu parles comme moi quand j'avais ton âge. La même incompréhension, la même révolte. Presque les mêmes mots. Moi aussi, tu sais, j'ai voulu mourir. Pourquoi? Vous avez tout. Surtout l'amour. À cette époque-là, je n'avais rien. Je n'avais même pas le droit de regarder le soleil, alors. L'amour. Et puis, un jour, au plus profond de mon désespoir, j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui m'a parlé un peu comme je te parle aujourd'hui, qui m'a dit « Aie confiance. Aie confiance envers et contre tout.
Edmond Dantès, aie confiance. Edmond Dantès. Pourquoi Edmond Dantès? Parce que c'est moi. Edmond Dantès est mort. Beaucoup de gens l'ont cru. Mon père lui-même. Mon Dieu. Comme j'aurais aimé lui dire la vérité. Mon père vous aurait reconnu si vous étiez Edmond Dantès. Il n'aurait pas pu reconnaître Dantès sous le déguisement de Lord Villemort. Lord Villemort. Déguisement. Les spectacles d'illusions qui vous plaisaient tant à Valentine et à toi ne sont rien en comparaison des illusions dont moi je suis capable. Lord Villemort, l'abbé Busoni et le comte de Monte Cristo ne sont qu'un seul et même homme. Et cet homme, c'est Edmond Dantès. Mais comment? Pourquoi? C'est une longue histoire, mon enfant. Une histoire où Valentine a eu sa place. Est-ce que tu veux l'entendre? Non. Non, tout ce que je veux entendre à présent, c'est la détonation d'un pistolet. Tu n'entendras rien du tout. Tu seras mort avant. Ça va vite, tu sais, une balle de pistolet. À moins que tu te rates, il suffit de si peu. Ta main qui tremble, le canon du pistolet qui dévie d'1 ou 2 centimètres et tu te retrouveras comme le vieux noirtier. Vous avez mieux à proposer? Oui. Le poison. Je connais un merveilleux poison. Il suffit de se laisser aller. On s'endort sans aucune angoisse, sans la moindre souffrance. On commence par rêver. Et puis le rêve s'effiloche, comme la brume poussée par le vent. Bientôt, il n'y a plus rien. C'est le noir, le néant, silence. C'est fini. Donnez-la moi. Pas ce soir. Je te fais une proposition, Maximilien. Accorde-moi 15 jours. Pendant ces 15 jours, promets-moi de ne rien tenter pour mettre fin à ta vie. Le terme écoulé, nous nous retrouverons à Marseille. Si tu es toujours dans le même désespoir, je te promets de te procurer la drogue qui te tuera. Est-ce que vous croyez que je vais oublier Valentine en 15 jours? L'éternité n'y suffirait pas. Si l'éternité n'est pas un médicament assez puissant pour calmer ton chagrin, raison de plus pour ne pas t'y précipiter tête baissée. 15 pauvres petits jours, c'est tout ce que je te demande. Il me semble que tu peux faire ça pour moi. Un souvenir de ce que Lord Villemort a fait pour ton père. D'accord. 15 jours. Heure pour heure. Tu jures? Oui, je jure. Mais vous aussi, vous devez jurer. Oui, Maximilien. Je jure de t'aider à mourir si je me suis trompé. Tout est prêt, Seigneur. Nous pouvons partir quand tu voudras. C'est pas plutôt à votre cuisinier de faire ça? Je n'ai plus de cuisinier. C'est un luxe que je crains de ne plus pouvoir me permettre. Je l'ai licencié ce tantôt. Et pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Je l'aurais volontiers emmené avec nous. J'aurais continué à lui payer ses gages. C'était absolument pas un problème. Vous savez la nouvelle? Je suis passé faire des adieux à Beauchamp. Figurez-vous que France Dépiné est tombé fou amoureux d'Aédée de Janina. On parle déjà de mariage. Tout finira donc pas trop mal. Si, puisque vous partez. Nous partons, ensemble. Mon mari s'amusait à prédire le temps.
Il était très féru en matière de nuages. Il me disait que le beau temps n'était qu'une anomalie entre deux périodes pluvieuses, froides, mornes et grises. Vous avez été mon anomalie. Et elle était très belle. Qu'est-ce que vous me racontez là? Et où sont vos malles? Nulle part. Comment ça, nulle part? Vous n'êtes pas prête? Mais dépêchez-vous, Camille, nous partons aussitôt. J'ai en Italie un rendez-vous auquel je peux me soustraire et... Je reste avec Mère Rico. Vous partez sans moi, vous ne l'aviez donc pas compris? Qu'est-ce qui se passe? Camille. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne m'aimez plus? Moi aussi. Je vous aimerai toujours. Vous êtes un magicien. Je dormais, vous m'avez réveillée. Je suis contente d'avoir ouvert les yeux. Le monde est beau, surtout en été, mais... Mais quoi? Je ne suis pas une femme, enfin pas une vraie femme. Juste une drôle de petite fille. Je vous attendris, mais vous ne m'aimez pas. Mais vous êtes folle. Aussi. Si, je vous aime. Vous êtes si pure. Disons naïve. À la longue, ma naïveté vous lassera. Vous vous détournerez de moi, je serai malheureuse. Vous avez goûté à des liqueurs bien trop fortes pour vous contenter d'une femme au goût de sirop. J'adore votre goût de sirop. Pourquoi voulez-vous m'en priver? Si jamais vous revenez à Auteuil, je serai là. Mais tu ne reviendras pas. Mercedes sera de garder. Mercedes. Elle t'attend. Vous vous attendez depuis 20 ans tous les deux. Tu pleures? C'est ces fichus oignons. Si tu vivais à la campagne, tu saurais que ça fait toujours pleurer d'éplucher des oignons. Camille. Ce sont des haricots. Il faut croire que c'est de la même famille que les oignons. Il vaut mieux que tu partes très vite. Ne dis rien. Ne fais surtout pas de bruit. Laisse-moi me rendormir bien sagement. Edmond, Oui, Camille. tu leur as fait payer la facture à tous, n'est-ce pas? Oui. Très cher. Puis-je à mon tour te présenter ma facture? Comment ça, ta facture? Disons le prix de mon renoncement. Je te rends à Mercedes. Cela vaut bien quelque chose en échange, tu ne crois pas? Toi qui es si juste. J'y ai pensé, mais je n'osais pas te le proposer de peur de t'humilier. Mais ma fortune est à toi. Je n'en ai plus besoin. Ouais, je ne veux pas de ton argent. Mais quoi alors? Je veux que tu pardonnes. Que je pardonne? Moi? Mais à qui? Mais à tout et à tout le monde. Tiens, même à la pluie lorsqu'elle te dégouline dessus et que tu es sorti sans chapeau. Si je te parle de ça, c'est que l'homme qui a tué mon mari, j'ai réussi à lui pardonner. Oh, ça m'a pris du temps, mais j'y suis arrivée. Et je crois que toi aussi, tu peux y arriver. En tout cas, c'est ce que je te demande. Tu trouves que c'est trop cher? C'est très cher. Je te promets d'essayer. Le comte de Monte Cristo n'essaye pas. Il réussit. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Allez, réveille-toi. Hein? Réveille-toi, allez. Allons, reviens à toi. Ah, misère, elle est morte. Elle est morte pour de bon. Réveille-toi. Hey. Reviens à toi.
Rien de doute. Le compte y est. En totalité. Dès mon retour à Paris, monsieur le directeur, le monde de la haute finance saura que vous êtes un honnête homme. Mais c'est bien le moins, monsieur, que la banque Thomson & French honore la lettre de crédit de monsieur le comte de Monte Cristo. Ce crédit, quelle histoire. Dites donc, vous pouvez vous vanter de m'avoir fait peur. Un crédit limité, on n'avait jamais vu ça. Reconnaissez, cher monsieur, que nous n'avions jamais vu non plus un être aussi exceptionnel que son Excellence le comte de Monte Cristo. Mes respects, baron. Je suis Luigi Vampa. Qu'y a-t-il à votre service? Quel droit m'avez-vous fait prisonnier? Prisonnier, vous? Jamais de la vie, voyons. Vous êtes mon hôte. Vous m'avez enlevé, drogué, enfermé. C'était quoi cette horrible drogue? J'ai la gorge qui me brûle. Pouvez un peu. Cela ira mieux. Voyons, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un petit Chianti, peut-être. Nous en avons un qui a une pure merveille. Du Chianti, si vous voulez, mais vite. Ça fait 200 000 francs. 200 000 francs pour un peu de vin? Comment ça, un peu de vin? Pour 200 000 francs, Luigi Vampa vous apporte une bouteille pleine. Même une bouteille pleine, même tout un tonneau, même une barrique entière. Ah, c'est dément, c'est fou. N'êtes-vous pas un banquier? C'est riche, un banquier, non? Gardez-le, votre Chianti. Donnez-moi de l'eau. J'ai du feu dans la gorge. Un cruche ou un verre? Les tarifs, c'est 100 000 francs pour une cruche, 20 000 seulement pour un verre. 20 000 francs pour un verre d'eau? Mais elle est pure, comme on... Mais vous êtes un bandit? Comme vous, monsieur le baron. La seule différence entre moi et vous, c'est que moi, je ne me suis jamais caché. Et cet homme? Qu'est-ce qu'il me veut? Vous êtes le bourreau, c'est ça? Ah. Oh, monsieur, de grâce. J'ai pitié d'un pauvre homme. Avez-vous des regrets, au moins? Oh, des regrets? À propos de quoi, des regrets? Pour le mal que vous avez fait. Le mal que j'ai fait? J'en ai pas fait beaucoup, hein. Vous êtes sûr? Cherchez bien. Cherchez mieux. Non, je ne vois pas, monsieur. En toute sincérité, je ne vois pas. J'ai gagné de l'argent, bien sûr, mais est-ce qu'il y a du mal à ça? Et puis, vous savez, de l'argent, j'en ai perdu aussi. Beaucoup. Des mines d'or sans or, des pêcheries d'esturgeons sans esturgeons. Et en Ukraine, des champs de blé sans blé. Je vais vous aider. Marseille, il y a 20 ans. Une auberge au village des Catalans, là-bas. Le vin n'était pas aussi cher qu'ici. Il ne coûtait que quelques sous. L'auberge de Cadrousse? La mémoire vous revient? Ne vous rappelez-vous pas ce beau jour d'été? Vous étiez à boire, sous la tonnelle, avec Fernand Mondego, avec Caderousse. Attendez, mais... Comment savez-vous tout ça? Le comte de Monte Cristo? Non, Danglars. Edmond Dantès. C'est impossible! Oui, j'aurais dû m'y attendre. Impossible, c'est votre mot à tous. Vous avez décidément moins d'imagination que moi, monsieur. Allez, sors de ce trou à rats. Dehors, il fait beau, c'est l'Italie. Non, mais je suis pas fou, Dantès. Tu vas me tirer dans le dos.
Ce que les hommes vont faire, ce ne sont pas mes hommes. Quant à moi, j'apprends à pardonner. Et c'est avec toi que je débute. Tu as beaucoup de chance. Allez. Mais dépêche-toi. Dépêche-toi de filer parce que j'ai l'impression que le pardon, ça tient moins bien au ventre que la vengeance. Oui, mais moi, mon argent... De quel argent parle-t-il? Du diable si je le sais. Quand on l'a enlevé, il avait les poches vides. Comment ça, les poches vides? J'avais 12 millions. Mais mon cher Danglars, vous devez vous tromper. Vous m'avez toujours dit et redit que vous n'aviez pas d'argent. Et puis soyez logique. Si vous aviez 12 millions, mon ami Vampa ne vous aurait pas enlevé afin d'obtenir une rançon. Je me serais contenté de séquestrer les millions à M. Danglars. Mais rassurez-vous, Danglars, moi aussi je suis passé par là. La détention rend fou. N'oubliez pas ce dont nous sommes convenus. Je respecterai ma parole. Les millions confisqués à M. Danglars seront distribués aux pauvres, aux orphelins, aux veuves et aux hôpitaux. Aux prisonniers, sous forme de couverture, de médicaments, de nourriture. N'oubliez pas les prisonniers. J'ai rendez-vous avec le comte de Monte Cristo. On avait dit 15 jours, heure pour heure. Vous êtes un peu en avance. Oui, je sais. Mais je n'en peux plus de souffrir, Bertuccio. Je veux mon coup de grâce. J'ai respecté mon serment. À votre maître de tenir sa promesse. Alors, Maximilien, toujours le désespoir? Oui, je vous avais prévenu. Je suis prêt. Est-ce que vous l'êtes vous aussi? Bertuccio? Monsieur? Fais ce que je t'ai dit. C'est lui qui va me donner le poison. J'aime autant ça, vous n'aurez pas à vous salir les mains. Maximilien, je dois t'avertir. Tu vas éprouver un choc d'une extrême violence. Quelque chose dont tu n'as pas idée. Vous craignez que je ne vous inflige un spectacle trop lamentable. Après tout, c'est vrai, on ne sait jamais. C'est peut-être pas si facile que ça de mourir. Je voudrais boire le poison maintenant. Quoi que tu ressentes, évite de crier. Nous avons comme voisine une très vieille femme. Ne l'affolons pas. Je saurai me maîtriser, ne vous inquiétez pas. Je suis dur à la douleur. Puisque tu es tellement courageux, c'est le moment de le prouver. Viens avec moi.
Une seule miche de pain, boulanger, mon fils est parti, Mercedes Igualada. 2. Edmond Dantès est revenu. J'espère que tu ne pleures pas, rappelle-toi. Je n'avais pas l'âge de ton fils, moi, quand j'ai pris le large. Tu es là. Mais qu'est-ce que tu fais? La même chose que toi. J'habite ici. J'habite tout ça. Et ton hôtel de la Plaine Monceau? Vendu. Enfin, plutôt, non. Non, je l'ai laissé à des moines qui cherchaient un monastère. J'ai fait la même chose avec tout ce que j'avais, à des religieuses. Et la petite maison en haut du Rédillon, elle est toujours à toi? Elle n'a jamais cessé d'être à moi. Et maintenant, je n'ai plus qu'elle. Mais alors, je suis sauvé. Je sais où je vais dormir. Hein? Viens. Arrête, tu vas me faire tomber. Mais on se relèvera. On se relève toujours. Ah. Je me sens sale. Tu sens pareil l'argent, la diligence, et les chevals en sueur, les poulets d'auberge. Tu ferais aussi bien te jeter là-dedans.